Notre maison était un château. Dans cet épisode, partons ensemble découvrir cet héritage. C'est en France, dans le sud-ouest, en Périgord noir, que vous trouverez le petit village de Gabillou. Gabillou est vraiment un village typique du Périgord noir, chargé d'histoire, de terroir et de caractère. Et quand on se promène parmi ces ruelles étroites, on a réellement l'impression que le temps s'est arrêté. Il y a des détails architecturaux médiévaux cachés un petit peu partout. Et depuis tout petit, c'est toujours un plaisir de me promener dans ces rues. Une voisine m'avait prêté un livre, c'était un historien qui l'avait écrit. Il était de la région et il était passionné par ce village. C'est comme ça que j'ai découvert que les premières traces écrites du village de Gabillou remontent au XVe siècle. Aux alentours des années 1480, le château fut ravagé par les flammes. Il fut reconstruit, mais de l'autre côté de la vallée. C'est le château de Vaudres que nous voyons depuis cette fenêtre. Place maintenant à une première visite. La porte que je suis en train d'ouvrir est celle de l'ancien atelier. C'est la première pièce que nous avons réhabilitée avec mon père. C'est histoire d'avoir un endroit sec et sain pour pouvoir pique-niquer tranquille et se doucher. C'est un peu le QG du chantier. Le QG se situe dans le bâtiment qu'on appelle la Grande Grange. C'est le plus récent de nos bâtiments et il date des années 1900. La voici depuis la place du village. Sur cette image, on constate la différence de couleur de joints de pierre entre les deux bâtiments, l'un plus jeune et l'autre plus vieux. La grande grange, sur la droite, couleur ocre, a été ajoutée à l'une des plus vieilles parties couleur grise sur la gauche. Ce bâtiment fait partie des plus anciens édifices du domaine et constituait autrefois une partie du château. Petit détail que j'aime beaucoup, on peut y observer un mascaron. C'est un petit visage sculpté dans la pierre et là en l'occurrence ça sert de clé de voûte. Bien à l'abri dans la grande grange, notre vieux tracteur se repose. C'est un Renault D22 de 1956. J'ai hâte de le redémarrer, mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire dessus. Ça aussi, ça va être un challenge. Et pour terminer la visite de la grande grange, cette échelle nous mène à l'étage avec un accès direct à la charpente. Continuons par le pigeonnier, un bâtiment que ma grand-mère aimait beaucoup. Elle était toujours très fière de me raconter que sa flèche, son toit, était plus haut que celui de l'église. Mais malheureusement un jour il fut frappé par la foudre, il prit feu et fut détruit. Il fut reconstruit mais beaucoup plus raisonnablement. Moi aussi je l'aime beaucoup ce pigeonnier, même si je ne comprends pas vraiment comment il a été construit. Ici par exemple on voit une fenêtre au niveau du plancher. On dirait qu'il a été construit à l'aide de matériaux de récupération, comme si les pierres n'étaient pas tout à fait à leur bonne place. Ce qui je trouve renforce le côté mystérieux de l'édifice. Le pigeonnier est constitué d'un rez-de-chaussée, 2 étages, ainsi que de combles. Entrons maintenant dans la maison principale. La grande maison. Malgré son âge et son état, on s'y sent bien. Il y a une ambiance particulière dans ces murs. Le rez-de-chaussée est sur plusieurs niveaux. La grange, qu'on appelle aussi le pressoir, est le niveau le plus bas. Grâce à un petit escalier, on atteint la cuisine. Puis, un autre escalier nous emmène au premier étage, composé de 3 pièces à l'époque, et maintenant de 2, j'ai commencé à abattre les murs. C'est par cette porte que l'on entre dans la cuisine. Pour l'instant, elle nous sert aussi de débarras et de lieu de stockage pour tous les papiers retrouvés qu'il nous reste encore à trier. Par la porte sur la gauche, on peut accéder à la grange, au pressoir. Par ce passage, nous traversons un mur épais d'1,20 m, vestige du château. Cette pièce a plusieurs particularités.
Tout d'abord, c'était le pressoir. On y voit un foudre, sur la droite, le gros tonneau en bois. Ensuite, l'accès à un souterrain que l'on a dégagé, mon frère, mon père et moi, il y a peu. Nous savions qu'il existait un passage vers le souterrain, par lequel il fallait se faufiler à plat ventre. Mais en creusant, la découverte d'une grande porte ainsi que d'un escalier fut une surprise totale. Et pour le passage sur la gauche, il donnait anciennement sous l'escalier dans la cour, mais le pigeonnier a été construit et il a donc été bouché. On peut encore voir l'emplacement des gonds qui soutenaient une vieille porte. Repartons dans la cuisine et pénétrons dans la partie de droite. Là se situe l'escalier pour monter à l'étage. Dans cette pièce, anciennement une chambre, on peut y observer une cheminée ainsi qu'un plafond à la française. Ce couloir distribue les deux autres pièces de l'étage, avec une fenêtre qui donne sur la cour. Et en face de cette fenêtre, une petite chambre. Nous retrouvons ici l'épais mur du château. Et voici enfin la dernière pièce du premier étage, qui avant en était deux, il y avait une chambre ainsi qu'une salle de bain. Comme vous pouvez le voir, les travaux ont déjà commencé ici, avec l'évacuation d'un premier mur en torchis. Parmi les détails insolites que l'on peut voir dans cette pièce, il y a un évier qui était situé donc au premier étage, ainsi que des latrines. Pour accéder au comble, un escalier dit de meunier, donc très raide et sans contre-marche, a été installé. Et voici donc la troisième et dernière cheminée de cette grande maison. Les combles s'étendent dans une grande pièce unique et ouverte, séparée uniquement par la cheminée principale. La toiture ainsi que la charpente ont toujours été suivies et entretenues, mais la structure même de la charpente n'a jamais changé depuis la reconstruction après l'incendie en 1480. Pour terminer la visite, dirigeons-nous vers la Grangeotte. Petite construction située de manière excentrée par rapport aux autres bâtiments, il donne directement vers le jardin. La Grangeotte est le premier bâtiment que nous voulons restaurer pour débuter le projet. Il faut bien commencer quelque part et c'est un bâtiment à échelle raisonnable. Dans un premier temps, un grand débarrassage s'impose, non seulement pour la Grangeotte, mais aussi pour l'ensemble des bâtiments, afin de repartir sur des espaces nus et préparer un chantier serein. Même si nous avons déjà une idée assez précise de la future disposition des pièces, il est extrêmement difficile de s'y projeter avec tout le désordre actuel. Il y a énormément de possibilités pour ce bâtiment. Ici, par exemple, une jolie terrasse qui donne sur le jardin, avec un escalier peut-être pour rejoindre l'étage du bas. Et voici la pièce du bas, un peu plus réduite que celle du dessus. Bien qu'éloigné des autres bâtiments, il y a quand même une solution pour connecter la Grangeotte au reste du domaine. Vous vous souvenez du souterrain qu'on avait dégagé ? Eh bien, il débouche par cette porte, directement au pied de la Grangeotte.
Ce tunnel rejoint la plus ancienne partie du château, que nous appelons la cave. J'aime à croire comme mon père qu'il s'agit là d'une ancienne salle de garde du château. Le passage que nous avons dégagé dans la grande maison mène directement dans cette salle. Attenant à la propriété, nous avons 6 hectares de terrain composés d'un petit verger, principalement de prés, et de quelques bois. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.